Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce 33e webinaire du Centre d'enseignement des modes amiables, le CEMA. Vous savez que ces webinaires que nous organisons depuis 5 ans maintenant sont consultables en ligne sur le site internet du CEMA. Le dernier, en date du 25 février, est désormais en ligne. C'est ce webinaire au cours duquel nous avions accueilli Myriam Baquet, qui s'entretenait avec Elsa Costa du thème la médiation de projet, nouvel Eldorado des organisations. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures. Vous êtes un peu plus de 170 inscrits. Et comme à l'accoutumée, on vous remercie pour celles et ceux qui le souhaitent d'indiquer dans le chat le pays ou la région d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez. C'est toujours précieux pour le CEMA de mesurer un petit peu son audience et de voir comment cette audience est disséminée. Et on a parfois de très belles surprises. Je vous rappelle également que, on vous demande de bien vouloir privilégier pour poser des questions la fonction chat plutôt que la fonction questions et réponses. Ça permet d'éviter d'avoir deux fonctions à vérifier. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans cette fonction chat. Compte tenu de la richesse de l'apport conceptuel que nous proposent nos invités, que je vais vous présenter dans quelques instants ce soir, on aura deux temps un peu privilégiés pour les questions-réponses. Je dirais un premier temps à mi-parcours et puis un deuxième temps, comme à l'accoutumée, en fin de webinaire. Et je vous rappelle également que pour celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent, il vous est possible de recevoir une attestation de suivi de formation qui compte pour 1 heure et demie. Il est bien sûr vérifié que vous avez assisté à ce webinaire du début à la fin. Et si vous souhaitez en faire la demande, vous adressez un courriel à l'adresse sémaphore au pluriel, @gmail.com, adresse que beaucoup d'entre vous connaissez certainement aujourd'hui, et on vous demandera une contribution de 15 euros. Mais sinon, bien évidemment, l'assistance à ce webinaire est gratuite. L'heure est venue de vous présenter nos invités. Anne, si tu veux bien, je vais commencer par toi. Anne, tu es avocate depuis plus de 35 ans, spécialisée dans le domaine très technique et international de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Tu as cofondé le cabinet Taoma Partners, dont tu es co-gérante. Et dans le cadre de cette activité d'avocate, tu as expérimenté le fait que les contentieux, même les plus techniques, trouvent souvent leur source dans des malentendus, des non-dits, des interprétations qui peuvent provenir d'un écart entre des cultures différentes et qui nourrissent des griefs qui finalement conduisent à une forme d'escalade. Et si tu as été très sensible à cet aspect des choses, c'est aussi parce que ton parcours de vie t'a très tôt exposé à la multiculturalité. Tu es né au Maroc, tu as grandi tiraillé, dis-tu, entre l'interculture judéo-hispano-marocaine, d'une part, et la culture française laïque, d'autre part. Et puis tu as vécu un deuxième choc culturel, plus local mais néanmoins réel, lors du déménagement de ta famille en Alsace, où tu as fait tes études et as commencé à exercer. Et à la faveur de ta quête de compréhension de l'origine du décalage qu'on peut éprouver d'avec son entourage personnel ou professionnel, tu as découvert les travaux de Gert Hofstede, Michael Minkoff et Erin Meyer, qui ont été pour toi une sorte de révélation. Et c'est surtout un ouvrage de cette dernière, Erin Meyer, qui s'appelle Culture Map, traduit par Philippe Blanchard sous le titre La carte des différences culturelles, et publié chez Diateino, mais on vous mettra les références de cet ouvrage dans le fil de discussion. C'est donc surtout cet ouvrage que tu aimerais évoquer ce soir. Quant à toi, Estelle, tu es également née dans un pays empreint de multiculturalité. Tu es née à l'île Maurice, d'un père natif pour sa part de l'ex-Yougoslavie, donc beaucoup de strates culturelles superposées, dans une famille encore plus brassée entre Europe de l'Est et Asie. Et tu as développé une appétence particulière pour cette interculturalité à l'occasion d'une odyssée à bicyclette d'une durée de 3 années qui t'a amené à parcourir une vingtaine de pays, ce qui est quand même une expérience assez originale. Et puis après un double cursus
de philosophie et droit, un DEA de droit européen des droits de l'homme couronné par un mémoire sur les minorités et l'État multinational en Bosnie-Herzégovine. Tu as exercé le métier de juriste en organisation internationale, notamment pour le réseau France Terre d'Asile. Et puis tu t'es formé à la communication non violente, ce qui t'a tout naturellement conduit à la médiation. D'abord la médiation pénale, puis la médiation au sein des organisations que tu pratiques maintenant depuis plus de 10 ans. Et comme Anne, tu t'es passionné pour les travaux de Gert Hofstede et d'Erin Meyer sur les différences culturelles, travaux qui, pour toi, offrent de nouvelles clés de décryptage de ces différences et de leur impact sur la communication et les relations dans des contextes de multiculturalité. Pour terminer, je dirais que vous m'avez l'une et l'autre confié avec beaucoup d'humilité que vous ne souhaitiez pas apparaître ce soir comme des expertes, comme des sachants de ce sujet, mais simplement comme des personnes qui ont expérimenté, tant dans leur vie personnelle que professionnelle, des, des situations où on est confronté à des dimensions interculturelles, pluriculturelles, et c'est simplement la réflexion que vous avez nourrie à la suite de ces expériences que vous aimeriez partager avec nous ce soir, ce dont nous vous remercions toutes les deux. Peut-être que, comme en médiation, on peut peut-être commencer par s'accorder sur le sens qu'on met derrière les mots qu'on emploie. Et donc, je vous suggère de commencer par poser quelques définitions. Laquelle d'entre vous voudrait s'atteler à cette tâche? Anne, Bon, peut-être? je vais prendre la parole. Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et merci Bertrand pour cette présentation. C'est vrai qu'avec Estelle, ce qui nous relie, c'est la communication non violente et la médiation CNV. C'est comme ça qu'on s'est passionnés toutes les deux sur ces sujets d'interculturalité et que de manière non innocente, nous sommes devenus également amis. Et donc c'est avec un grand plaisir et merci d'avoir précisé le positionnement qu'on a souhaité avoir, qui était un partage d'expériences et un partage de tuyaux, de choses qu'on a découvert et aussi un partage d'intérêts en fait. Voilà. Donc, effectivement, avant de démarrer, c'est important de savoir de quoi on parle. On parle d'interculturalité et en fait, il y a les mots culture, multiculturalité, interculturalité, transculturalité. Donc, s'accorder sur les mots, comme tu le dis, Bertrand, c'est très important. Et donc, pour définir ce qu'est la culture, j'avais envie en fait de citer une métaphore qu'on trouve d'ailleurs dans le livre de Erin Meyer qui nous a passionnés. Et c'est celle d'un vieux poisson qui croise deux jeunes poissons et qui leur demande alors, elle est comment l'eau? Coucou. Et les deux jeunes poissons se regardent et puis l'un dit à l'autre mais c'est quoi l'eau? Et en fait, l'eau, la métaphore de notre culture, en fait. L'eau, c'est ce qu'on apprend dès l'enfance, ce qui nous façonne, ce qui va façonner notre regard sur notre réalité, mais on s'en rend même pas compte, puisqu'on est dedans, on baigne dedans. Donc la culture, c'est la langue, les gestes de politesse, les rites, les récits, une vision du temps, toutes ces croyances, en fait, ces choses qu'on pratique tous les jours, qu'on croit être la vérité, et qui en réalité sont notre regard sur la réalité, sur ce qui est normal, pas normal, ce qui est accepté, pas accepté, etc. Et c'est tout cet ensemble de choses qui est notre vision de la réalité qui fait qu'on ne se rende même plus compte. Alors que, voilà, ça c'est la culture. Maintenant, la multiculturalité, pour qu'on se mette d'accord sur les termes, nous on l'entend comme la coexistence, et c'est la définition, comme la coexistence et la juxtaposition de cultures dans un même espace. Les cultures vont cohabiter, mais elles vont rester séparées et il n'y aura aucun mélange des cultures. C'est ce qui se passe au Canada, où la politique officielle, c'est le multiculturalisme. C'est ce qui se passe en Suisse aussi, où il y a 4 langues officielles, mais avec des cultures différentes, allemandes, italiennes, françaises, romanches, mais il n'y a aucun mélange de cultures.
La transculturalité, bah, c'est exactement l'inverse. C'est plusieurs cultures qui vont fusionner pour faire émerger de nouvelles références communes. Et l'exemple type, c'est celui du Brésil, où il y a une fusion de cultures amérindiennes et on va voir une musique commune, une langue commune, la cuisine, des croyances communes émerger et qui sont issues de métissage. C'est également le cas à l'île de la Réunion. Et puis il y a l'interculturalité. Ben, l'interculturalité, c'est l'objectif, hein, c'est-à-dire que les cultures qui sont séparées dialoguent entre elles et qu'on puisse entretenir un accord, des accords mutuels, de l'acceptation mutuelle. Et donc l'interculturalité, c'est une logique de relation, on échange entre nous, mais on reste dans nos cultures. Et l'exemple, et même le pari, en fait, c'est celui de l'Afrique du Sud, après l'horrible période de l'apartheid, qui a adopté une vision de la nation fondée sur la nation arc-en-ciel, qui était chère à Nelson Mandela, et où il y a 11 langues officielles. Donc il y a une multiplicité de cultures. Il y a un point d'attention très fort sur l'interculturalité, même si c'est pas toujours facile et que ça vise à surmonter les fractures du passé. Donc le point d'attention quand on parle d'interculturalité dans ce webinaire, en fait, c'est qui est le dialogue entre les cultures. Bah, l'interculturalité, ça sera plus un objectif, c'est l'objectif de la médiation, du dialogue. Là, en réalité, on va souvent rencontrer des situations de multiculturalité, c'est-à-dire des cultures qui seront juxtaposées, qui parfois ne se parlent pas et malheureusement souvent ne se comprennent pas. Merci pour avoir posé ainsi en quelque sorte les fondations de notre échange de ce soir. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore de l'eau parce qu'elle dit bien à quel point la culture, c'est un milieu, un cadre de référence dont on n'a plus même conscience, en somme. C'est ça qui peut parfois poser difficulté, peut-être. Alors, précisément, cette clarification étant faite, est-ce qu'on peut appréhender, Estelle, en quoi et pourquoi la culture peut être une source de tension? Oui, merci. Merci beaucoup, Bertrand. Déjà, je voulais te remercier pour l'organisation de ce webinaire et de nous avoir invités et dire que j'étais ravie d'être parmi vous ce soir. Je ne vous vois pas, mais j'ai vu vos noms et je sais que certaines personnes que je connais sont dans l'audience, donc ça me réjouit et je suis vraiment heureuse de parler d'un sujet qui nous passionne, Anne et moi. Alors le défi, ça va être d'être synthétique parce que la thématique, elle nous enthousiasme tellement qu'on pourrait facilement développer pendant plusieurs heures, mais je vais m'efforcer d'être concise. Alors pourquoi la culture, elle peut être source de tension? Alors certains diront qu'on n'a pas besoin d'être de cultures différentes pour ne pas se comprendre. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce que les différences culturelles ont de particulier? C'est qu'elles peuvent créer d'autres écarts de perception. On va interpréter un même comportement différemment selon notre cadre culturel et on risque parfois de créer des stéréotypes qui sont réducteurs. Or, les raisons de certains comportements sont bien plus profondes que certains stéréotypes faciles. Et j'ai envie de donner un exemple pour illustrer ça. J'ai animé un séminaire l'année dernière à Maurice auprès d'une trentaine de managers dans le secteur de la construction. Et à la fin de la première séquence, je demande s'il y a des questions ou des remarques. Et une seule personne répond, le manager français. Mhm. Si j'en si j'en reste là, je peux me dire que les Mauriciens sont timides, peut-être. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc Maurice est un pays très multiculturel, avec une influence asiatique forte. Et en Asie, il y a certains principes de communication, notamment le respect de celle ou celui qui préside la réunion. On observe un silence avant de parler beaucoup plus long que chez les Européens ou les Occidentaux en général. On attend que la personne qui préside la réunion nous donne la parole. On ne lève pas la main, mais on regarde et on attend d'être remarqué. Et comme il y a moins de contact visuel par ailleurs, si on regarde avec insistance, c'est qu'on souhaite avoir la parole. Donc ces différences culturelles, elles peuvent amener des incompréhensions et des jugements réciproques. Donc je peux me dire les Asiatiques sont timides, ou si je suis en réunion et que je m'attends à ce que mon collègue chinois intervienne sur un sujet et qu'il ne dit rien,
je peux me dire qu'il n'a pas assez préparé, alors que lui, au même moment, se dit que je suis peut-être irrespectueuse, que je monopolise la parole parce que je n'ai pas laissé un temps assez long, je ne lui ai pas laissé l'espace pour parler. Voilà. Et donc l'erreur fréquente, c'est penser que ces malentendus, ils viennent uniquement des individus et non de la culture. Et ça, c'est très courant. Il y a des millions de personnes qui travaillent dans des environnements internationaux, interculturels, tout en continuant à voir le monde à travers le prisme de leur propre culture. Et donc de poser parfois des étiquettes sur les personnes qui nourrissent des reproches, qui génèrent des tensions et qui se dégradent parfois en conflits relationnels. Donc, devant le constat qu'on vient de faire, ce qui peut nous aider à dénouer un conflit avec une dimension interculturelle, c'est d'identifier les facteurs culturels qui vont générer tel ou tel comportement. Alors, je vais essayer de ne pas me laisser paralysé par les règles de préséance que tu viens de nous indiquer quant à la conduite d'une réunion. Je vais être très attentif à vos regards respectifs. Euh, mais je crois que c'était vraiment important de rappeler que ça n'est pas forcément une question de personne, mais effectivement une question, alors, une question d'éducation, une question de transmission, une question de référentiel. Euh, Comme on l'a indiqué lors de l'introduction, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont réfléchi de façon approfondie sur ces questions. Parmi eux, Erin Meyer, peut-être voudrez-vous nous dire en quelques mots qui est Erin Meyer. Et je crois que vous souhaitiez nous partager une grille de lecture des conflits interculturels à partir d'échelles qui figurent dans son ouvrage, donc, dont je rappelle le titre, La carte des différences culturelles, en anglais Culture Map. Voilà. Là, je vais vous laisser vous organiser, puisque de toute façon, je n'ose plus donner la parole maintenant après ce que Estelle a dit. Et je vais vous laisser nous présenter l'ouvrage d'Erin Meyer à votre guise. Merci Bertrand. Euh, on va essayer de ne pas laisser des silences trop longs pour tenir le temps. Donc effectivement, le cœur de ce webinaire, enfin ce qu'on voulait partager, c'était les 8 échelles que Erin Meyer nous partage, mais qui sont elles-mêmes inspirées des travaux d'Edward Hall et surtout des travaux de Gerd Hofstede. Et Erin Meyer est en fait un professeur à l'INSEAD, elle est consultant international, elle intervient dans des entreprises multiculturelles pour aider les équipes à dépasser en fait les conflits interculturels. Donc, comme l'a dit Estelle, notre propos, attention, ce n'est pas de créer de nouveaux stéréotypes, et ça, je pense qu'on va y revenir et le répéter très régulièrement. On va partager ce que nous, on appelle une grille de lecture, un outil pour le médiateur. Et dans cet ouvrage, il y a un partage de 8 échelles qui sont 8 registres de notre culte, selon lesquels on agit selon notre culture. C'est par exemple comment on communique, comment on fait des feedbacks, c'est-à-dire comment on évalue les personnes, mais des feedbacks négatifs, comment on s'y prend pour convaincre, comment on vit la notion de hiérarchie, comment on s'y prend pour décider, comment on accorde sa confiance, comment on vit le désaccord, évidemment, c'est un vrai sujet, et comment on vit la gestion du temps dans différentes parties du monde. Il y a des études qui ont été menées, mais encore une fois, on le répète, c'est une grille de lecture, ce n'est pas un stéréotype, ce ne sont pas des stéréotypes. Il faut évidemment faire très attention. Voilà, merci. Effectivement, voici les 8 échelles et le livre de Erin Meyer traduit en français. Donc, on va aller assez rapidement sur ces échelles parce qu'on n'a évidemment pas le temps, mais vous donner juste un avant-goût. Et je vais commencer par celle de la communication. Et dans cette échelle, vous voyez que la communication, d'un côté à l'autre, elle est soit explicite, soit implicite. Explicite, ce sera, en anglais, c'est low context, un contexte faible. Et implicite, c'est high context. Et pourquoi c'est high context et low context? C'est que dans une communication explicite, le message, il est dans les mots. Les mots disent exactement ce qu'on veut dire. Il n'y a rien d'autre à aller chercher, donc il y a zéro contexte.
On n'est que dans le verbal, c'est explicite, factuel, ce qui est dit, c'est ce qu'il faut comprendre. Le message est, il y a pas, on ne tourne pas autour du pot, il n'y a pas de circonvolution. Et les exemples types de communication explicite, c'est les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, souvent dans les pays nordiques, la Scandinavie. Donc, par exemple, aux États-Unis, on veut demander une augmentation, on dit j'aimerais une augmentation. On veut quelque chose, on dit tiens, il y a un colis, est-ce que tu pourrais aller me chercher le colis qui est à l'accueil au service logistique? C'est clair, tout est dans les mots, il n'y a rien à chercher de plus. Alors que dans une communication implicite, qu'on appelle high context, le message, il est dans le contexte. Donc, il faut aller lire les Japonais appellent ça lire dans l'air. On valorise le sous-entendu. On valorise la communication indirecte parce qu'elle est implicite. Alors ça, c'est très français. En fait, la France, elle se situe très à droite dans cette échelle où on valorise, on accorde de l'importance à la communication symbolique, indirecte, parce qu'elle est liée à la relation, elle est liée à l'histoire. Et ce qui, par exemple, se passe au Japon, qui est historiquement une île qui a été peu influencée, qui a fait l'objet de très peu d'influence externe, eh bien, quand on se parle entre personnes japonaises, on lit dans l'air, et c'est réellement une compétence qui est cultivée et qui est mise en avant. Alors que évidemment, dans la version opposée, qui est celle des États-Unis, par exemple, mais, eh bien, une lecture, une communication implicite, ce serait le signal d'un mauvais communicant pour être efficace. Et l'efficacité, c'est le maître mot, éviter les malentendus, apporter de la fluidité à la relation. Eh bien, il faut tout dire dans les mots. Donc, dans la communication implicite, le sujet de l'augmentation, ben, ça va être entre deux portes. Est-ce que vous auriez un peu de temps pour qu'on se parle à l'occasion? Et puis, le manager, lui, doit deviner que c'est un moment important pour le salarié. Ou tu passes par le service logistique ce matin, je crois qu'ils ont reçu quelque chose pour moi. Et là, c'est une demande indirecte, mais il faut comprendre, va chercher le colis au service logistique. Donc, bien sûr, ça crée pas mal de malentendus, mais dans un milieu, ça s'explique toujours par le contexte culturel et l'idée qu'avant, mais il y avait beaucoup moins de brassage, qu'il y avait beaucoup moins de mondialisation, et dans des pays où finalement les gens étaient beaucoup entre eux, bien on n'avait pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre, et il fallait donc lire dans l'air. Voilà cette différence d'approche sur la communication qui s'explique par la culture, mais qui est amenée à évoluer dans un monde où la mondialisation est évidemment très importante. Je vais prendre le relais, Anne, sur le deuxième axe qui concerne aussi la communication et qui va analyser là la façon dont les critiques et les retours négatifs sont formulés à travers le monde. Donc d'une manière soit directe ou indirecte. Donc là, on n'est plus dans l'explicite ou l'implicite, on est dans le direct ou indirect. Et dans des pays comme l'Israël, la Russie ou les Pays-Bas, on va exprimer ces critiques de manière très directe, avec des amplificateurs même. Donc, ça va être des choses comme c'est hors de question ou c'est inadmissible de faire comme ça. Donc, la critique se fait de manière directe et en public. Et la franchise est valorisée et elle est même perçue comme un cadeau. On peut être apprécié pour son honnêteté. Alors qu'à l'autre extrémité de l'échelle, donc qui va se situer plus à droite hein, sur les axes que vous avez sous les yeux. On a des pays comme le Japon, l'Indonésie, le Mexique ou la Corée, où là les retours sont formulés avec prudence, plutôt en privé. On a des préférences pour des suggestions plutôt que d'une critique frontale. Et si on transpose ces différences de manière d'exprimer les critiques dans les interactions quotidiennes, que ce soit dans le cadre professionnel ou le cadre privé, on peut facilement imaginer les jugements mutuels que ça pourrait entraîner. Donc les personnes qui ont une approche plus diplomatique vont qualifier ceux qui émettent des critiques directes d'agressifs, peut-être impolis, de manque de tact. Et à l'inverse, ceux qui adoptent une approche plus directe
vont juger les personnes diplomatiques comme des personnes qui manquent de clarté ou qui manquent de franchise. Donc voilà ce que ça peut générer comme incompréhension. Et il y a une source supplémentaire de confusion qui fait que les styles de communication explicite ou implicite ne coïncident pas forcément avec la manière de donner des feedbacks négatifs, directs ou indirects. C'est-à-dire que les Français qui ont une communication plutôt implicite, ils vont se montrer beaucoup plus directs dans leurs critiques. Tandis que les Américains, au contraire, qui communiquent de manière explicite, vont plutôt adoucir leurs critiques en les mêlant à des encouragements, par exemple. Et donc, si on a un Américain qui est supérieur hiérarchique d'un Français et qu'il utilise beaucoup d'encouragements en préliminaire et qu'il utilise des termes d'atténuation de type si je peux me permettre une suggestion, vous pourriez peut-être faire cela un tout petit peu différemment si vous voulez bien, alors qu'au fond, il pense vous devez absolument changer ça immédiatement. Le Français pourrait penser qu'il a le choix. Et cela peut avoir des conséquences assez sérieuses, notamment un rappel à l'ordre ultérieur. Et à l'inverse, ça peut être aussi le supérieur qui est trop direct dans ses critiques. Et j'ai eu le cas dans une médiation il n'y a pas très longtemps entre un directeur d'origine allemande et un responsable administratif français qui a très mal vécu, qui vivait très mal la franchise de son supérieur, qui la percevait comme trop abrupte. Et pourtant, ces deux pays sont assez proches sur l'axe de l'évaluation. Ils sont donc plutôt tous les deux à gauche. Mais on voit que la différence, elle est relative et elle peut être subtile, mais elle peut être ressentie intensément. Parce que donc le responsable administratif a menacé de démissionner, s'estimait agressé verbalement. Donc ça peut être quelque chose qui est profondément, enfin ressenti fortement, alors que la nuance est subtile si on regarde les échelles. Et justement, sur ce point-là, c'est important de ne pas de regarder les pays, les positions des pays sur les échelles de manière absolue, mais vraiment toujours de manière relative, un pays par rapport à un autre. Anne, est-ce que tu veux poursuivre sur la troisième échelle? Tu as coupé ton micro, il faut que tu rallumes ton micro. Pardon, pardon. Je voulais juste dire que dans l'ouvrage de Erin Meyer, il y a une carte qui est un petit peu, enfin, il y a un passage qui est assez drôle avec la traduction de britannique qui va dire with all due respect, c'est-à-dire si je peux me permettre, ce qu'il veut dire, c'est je pense que vous avez tort, et ce que le Danois va comprendre, c'est il m'écoute attentivement. Et il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont très drôles, et on voit passer aussi sur Instagram des traductions de critiques négatives, comment il faut ce que veut dire la personne et comment elles sont interprétées. Je trouve que c'est presque drôle et c'est d'ailleurs une bonne manière d'appréhender les différences culturelles. Oui, la troisième échelle, c'est enfin celle que je voulais, d'ailleurs elles ne sont pas forcément dans l'ordre parce que celle que je vais aborder, c'est plus celle de la persuasion en fait, qui, Donc en bas sur c'est le ça. diapositive qu'on propose. C'est ça, c'est ça. Et l'échelle de la persuasion, c'est d'un côté l'approche par les principes et de l'autre l'approche par les applications pratiques. Concrètement, l'approche par les principes, ben, je ne sais pas s'il y a beaucoup de juristes dans la salle, mais c'est ce qu'on fait quand on est juriste et qu'on a été élevé, dressé, je dirais, à la faculté à commencer par la loi, ensuite la jurisprudence et ensuite venir au cas d'espèce. On commence par les concepts, les principes et ensuite on va pouvoir dire, euh, on va pouvoir aborder l'exemple. Et ça nous vient, les Français, voilà, typiquement, sont dans cette approche par les principes. Et pour convaincre et pour être crédible, mais il faut d'abord donner toutes ces sources, il faut expliquer d'où ça vient et il faut tenir le lecteur ou l'auditeur par la main pour lui permettre de suivre notre raisonnement jusqu'à notre exemple. Et ça nous vient de Descartes. Les Allemands sont pareils avec la dialectique de Hegel. Donc là, on est dans une culture philosophique très spécifique, alors que dans une approche par les applications pratiques, on va à l'inverse partir de l'exemple,
partir du cas particulier, partir de situations concrètes pour en faire des généralités. Et ça, c'est l'approche des États-Unis, c'est une approche assez efficace. Et donc concrètement, là où ça génère des difficultés de compréhension, c'est que par exemple, dans une équipe multiculturelle, dans une médiation, j'ai pu avoir une difficulté entre un distributeur américain qui essayait de convaincre un partenaire allemand d'un nouveau modèle de vente, mais en commençant par les succès qu'il a obtenus dans certaines filiales. Et ça, on ne peut pas du tout, dans l'équipe allemande, c'était inaudible. C'était inaudible de partir des exemples, c'était pas crédible. Pour eux, c'était important de comprendre par où le distributeur américain était passé, quel modèle il avait mis en place, les concepts à la clé, et puis également quelles étaient ses sources. Enfin, le travail aurait dû être documenté de leur point de vue. Et d'un côté comme de l'autre, la problématique, c'est que chacun essaye, en faisant ça, d'être crédible, d'apporter des fondements, en fait, du soutien à ce qu'il veut montrer pour convaincre l'autre et essayer d'être sérieux. Donc il y a une réelle, l'intention, elle est la même des deux côtés. Et l'approche de chacun, elle est radicalement opposée, puisque d'un côté, on va commencer par les principes et de l'autre, par les exemples. Et autant vous dire que un Américain, dans cette approche par les principes, ben, on le perd à la seconde. Si on ne lui dit pas immédiatement, ben, quels sont, ça, c'est, je le vois également, je l'ai vu dans ma pratique d'avocate, si on n'explique pas immédiatement les recommandations, l'intérêt très pragmatique et concret, c'est pas la peine de s'énerver à sortir 14 slides sur les principes et les fondamentaux. On a perdu notre auditeur, on a perdu notre lecteur et il nous fera pas confiance. Donc voilà pour l'échelle de la persuasion qui est aussi un gros, un gros nœud de conflit entre les personnes de cultures différentes. Merci Yann. Estelle, est-ce que tu veux du coup t'attaquer à l'échelle de la hiérarchie? Oui, tout à fait. Donc la troisième échelle sur le schéma que vous avez sous les yeux. Donc ce registre, il mesure la préférence pour un fonctionnement soit plus hiérarchisé ou plus horizontal selon les pays. Et Erin Meyer s'inspire du concept de distance hiérarchique qui a été développé par Gert Hofstede. Et donc dans les cultures égalitaristes, on va trouver plutôt le Danemark, Pays-Bas, Suède, les pays nordiques et l'Australie aussi. Et on va avoir là une hiérarchie minimale et un patron perçu comme plutôt comme facilitateur. Et d'ailleurs, si vous entrez dans des salles de réunion dans ces pays-là, vous aurez du mal à savoir qui est le patron dans la salle parce qu'il est vraiment fondu dans le reste du groupe. Ce sont des organigrammes assez plats. La communication entre les différents niveaux de responsabilité est souple. On peut aller manger avec son N+3 sans problème et vice-versa. Téléphoner, prendre le téléphone et parler au grand PDG, peu importe notre niveau sur l'échelle. Les prises de décision aussi sont décentralisées et il y a peu de validation qui est nécessaire. À l'inverse, dans les cultures dites hiérarchiques, comme le Mexique, la Russie, le Brésil aussi, la Chine, le Japon, le patron lui est vu comme une figure forte et inspirante qui doit se démarquer des autres. Et le respect des statuts est très important, le respect de la hiérarchie est vraiment très strict. On a une communication formelle et très verticale. Donc les divergences de vision du management, elles peuvent aussi engendrer, on imagine bien, des tensions au sein des équipes. Alors c'est facile de s'imaginer qu'un management trop autoritaire et rigide puisse être mal perçu dans un environnement plus égalitaire avec une équipe qui a plus l'habitude d'un environnement où les responsabilités sont partagées. Cependant, l'inverse est vrai aussi, et c'est là-dessus que j'ai envie de mettre le focus justement, parce qu'on l'imagine peut-être moins bien, mais un management décentralisé peut aussi créer de la confusion pour des collaborateurs qui sont habitués à une hiérarchie plus stricte. Et j'ai eu le cas en médiation dans une équipe multiculturelle
avec un directeur technique néerlandais et ses managers opérationnels français. Et eux étaient vraiment perturbés par l'horizontalité imposée par leur senior manager. Ils étaient plutôt en attente d'une figure d'autorité inspirante, de direction claire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chacun percevait l'autre comme incompétent. L'équipe jugeait que leur manager n'était pas au bon niveau de responsabilité et le directeur technique percevait que ses cadres intermédiaires étaient trop dépendants ou pas assez compétents techniquement. Voilà. Donc il y avait dans cette médiation cette première dimension qui a trait à la manière de diriger et aussi une autre dimension qui est en jeu, qui est notre quatrième échelle, qui est la manière de prendre des décisions. Parce que dans cette médiation, les managers étaient totalement déconcertés. Ils racontaient qu'à un moment, ils demandent à leur directeur technique de trancher sur une situation où ils ont un avis différent. Et leur responsable leur répond qu'ils considèrent qu'ils sont en mesure de décider eux-mêmes, de gérer ça eux-mêmes. Donc, très déconcertant pour eux, parce que la plupart du temps, quand on a dans une culture une vision du management horizontale, ça s'accompagne aussi d'un mode de décision décentralisé, comme on le voit là pour le directeur néerlandais. Et il y a une autre dimension aussi sur cet axe de la prise de décision, c'est donc une recherche de consensus. Dans les pays nordiques, on a des modèles très égalitaires où les décisions se prennent collectivement. Alors, ce qui peut être aussi déroutant, c'est que parfois les positions des pays sur les échelles, hiérarchie, mode de direction, pardon, et les échelles prise de décision ne coïncident pas. Et c'est là que ça peut être un peu plus déroutant. Donc en Allemagne, on a une structure très hiérarchisée, mais on a un processus décisionnel qui est basé sur le consensus. Alors qu'aux États-Unis, on a plutôt un égalitarisme social avec une prise de décision centralisée. Donc ça peut aussi conduire entre des collaborateurs allemands et américains à des reproches réciproques de rigidité. Par exemple, les Américains trouvent que les entreprises allemandes sont très rigides parce qu'elles sont très hiérarchisées dans leur structure, pardon. Mais à l'inverse, les Allemands considèrent parfois que les Américains sont très inflexibles à cause de leur façon de prendre des décisions. Les Américains, ils privilégient une prise de décision rapide et individuelle. C'est le patron qui tranche seul pour tout le groupe et chacun suit. Et alors que s'opposer à son patron va être une pratique plutôt courante en Allemagne, ça peut être très mal perçu aux États-Unis. Donc on voit aussi que parfois les positionnements des pays sur certains axes n'impliquent pas forcément qu'ils se retrouvent au même endroit sur l'axe suivant, et c'est ça qui peut générer d'autant plus d'incompréhension. Merci Estelle. Anne, on continue avec toi? Oui, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la neutralité du médiateur, etc. On y viendra juste Oui. après. Je les vois passer, je me dis, je comprends la réactivité dans laquelle on peut être, parce que, encore une fois, je pense qu'avec Estelle, on ne va cesser, et Bertrand aussi, c'était vraiment quelque chose d'important de dire qu'on est là avec une grille de lecture, et en aucun cas, en aucun cas, évidemment, on va en faire une vérité absolue. Euh, et on parlera des influences, enfin, de tout ce que ça a comme influence sur le médiateur. Là, en Euh, fait, on est sur un temps de constat et on va parler dans un deuxième temps de ce que le médiateur peut faire exactement. de ces Exactement. échelles. Voilà, c'est ça. Pour continuer les échelles, moi je vais aborder celle de la confiance. Comment on accorde sa confiance? Et là encore, il y a beaucoup de croyances enfin de croyances il y a une culture de comment on accorde sa confiance. Dans un extrême de cette échelle, on accorde sa confiance sur la base de la compétence ou de l'autre côté, on accorde sa confiance sur la base de la relation et de la qualité de la relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va accorder sa confiance pour contracter, pour embaucher, pour nouer des relations sur la base de la qualité de la relation humaine, du lien personnel qu'on va entretenir avec les personnes,
qui va dépendre du temps passé, de la loyauté, de la familiarité. On va faire confiance à quelqu'un parce qu'on le connaît bien et on va construire la confiance. Ça va prendre du temps. Et souvent, ça va se passer hors du travail, ça va se passer dans des repas, des discussions informelles. Et donc, on va créer une relation qui prend du temps. Et dans cette approche, c'est important, une relation solide peut compenser une erreur ponctuelle. C'est-à-dire que plus la relation est fondée sur la qualité plus la confiance est accordée sur la base de la relation humaine, plus il y a un droit à l'erreur parce que on va compenser. Et les exemples de pays dans lesquels on accorde sa confiance sur la base de la relation, c'est par exemple le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Mexique. Euh, donc là, l'approche inverse, c'est la confiance qu'on accorde sur la base de la compétence, sur la base de l'approche task-based trust. Donc, on accorde sa confiance en fonction des résultats, de l'expertise, de la fiabilité professionnelle de quelqu'un. On accorde sa confiance parce que la personne est compétente et qu'elle est efficace. La confiance, à l'inverse de ce que j'ai indiqué avant, elle est rapide à établir, mais elle est aussi rapide à se perdre. Et la rupture, elle peut être extrêmement brutale, parce que là, en revanche, il n'y a pas de droit à l'erreur. Et la relation personnelle, elle est totalement secondaire. Donc, quand on ne comprend pas ce prisme vraiment spécifique sur lequel il n'y a pas de jugement à apporter, c'est vraiment une approche relative à l'efficacité et à la compétence. Quand on comprend cette différence de point de vue, on peut imaginer les raisons de beaucoup de contentieux et de conflits, de ruptures de relations, etc. Et donc là, on a dans les pays qui accorde sa confiance sur la base de la compétence, on a les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark, l'Australie, le Royaume-Uni. Et en entreprise, par exemple, la différence qu'on peut noter, c'est comment on va choisir un prestataire. En Chine, bah, ça va être sur la base de le prestataire qui a été recommandé par son réseau de confiance, même si c'est pas le meilleur techniquement. Alors qu'en Allemagne, même pas en rêve, jamais de la vie, on choisira quelqu'un qui n'est pas compétent, même si on le connaît très bien. En revanche, on choisira celui qui a les meilleures références, celui qui a le meilleur dossier, même si il est inconnu de son réseau. Et pareil pour travailler avec un nouveau collègue, pour recruter, on va d'abord boire un café, on va discuter. Au Brésil, on va créer un lien. Alors qu'aux États-Unis, si la personne est performante, on lui fait confiance immédiatement, même si on la connaît absolument pas. Estelle, tu voulais peut-être enchaîner sur l'échelle être en désaccord? Oui, merci Bertrand. Alors, pour moi, c'est une dimension fondamentale pour nous, médiateurs, médiatrices, Bien sûr. qui est celle du rapport au conflit. Donc, Erin Meyer, elle distingue dans ce cadre deux types de positionnement, les cultures de la confrontation et les cultures de l'évitement. Parmi les cultures de la confrontation, on trouve des pays comme l'Israël, la France, l'Allemagne, la Russie, les Pays-Bas et l'Espagne. Et dans ces pays-là, le désaccord est perçu comme un exercice intellectuel stimulant. Et dès l'enfance, en France notamment, on voit que la confrontation d'idées, elle est courante dès l'école, avec l'apprentissage du raisonnement, thèse, antithèse, synthèse. Et finalement, il y a beaucoup de traits culturels qui trouvent leur origine dans l'éducation. Et c'est quelque chose qu'on voit à tous les niveaux, lors des repas familiaux en France. Il est fréquent d'assister à des joutes verbales animées. Enfin, on se souvient tous de certains repas de famille où chacun défend ses opinions avec passion et surtout sans que cela ne détériore les relations. Et c'est ça qui est très surprenant pour des personnes d'autres cultures. Moi, ma famille, côté asiatique, témoin de ces discussions houleuses, était très mal à l'aise et très surprise que l'amitié ou le lien familial reste intact après la discussion. Et cette culture de l'affrontement, on la retrouve aussi bon, dans la vie publique, dans les débats, et la manière, les grèves, les manifestations. À l'inverse, on a des cultures de l'évitement qui sont plutôt des cultures asiatiques, mais aussi certaines cultures africaines,
et sud-américaines, donc Indonésie, Japon, pour citer quelques pays, Ghana, Pérou pour l'Amérique du Sud. Là, le désaccord est perçu comme une menace pour l'harmonie du groupe. Donc les critiques vont être formulées avec prudence, souvent de manière indirecte et en privé, et surtout la cohésion sociale est privilégiée au détriment parfois donc de l'authenticité des échanges. Et donc cette dimension-là, elle influence vraiment la manière dont les conflits sont gérés et elle va nécessiter une adaptation aussi de l'approche de la médiation et on va y revenir, ça c'est aussi un point qui a été très important pour nous dans la découverte de ces dimensions. Alors, il nous reste une grille, c'est celle de la planification, la gestion du temps. Anne. Oui, alors c'est amusant que ce soit moi qui fasse cette grille parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur ça parce que donc ma culture franco-marocaine, et là on va parler surtout de la culture judéo-marocaine, le temps est flexible, il est très flexible. On peut se donner un rendez-vous, c'est dans l'après-midi, on va venir, à quelle heure, ça c'est un autre sujet parce que de toute façon on viendra. C'est pas très important. Donc en fait, dans cette échelle, moi, j'ai évidemment beaucoup à travailler ça. D'un côté, donc, il y a le temps flexible, où on peut saisir les opportunités. Effectivement, c'est les pays orientaux qui vont adopter cette approche du temps flexible où ben, les choses peuvent bouger, on prévoit quelque chose, mais on peut changer parce qu'on va saisir une occasion et c'est pas un sujet, c'est tout à fait d'accord. Ça fait partie de la culture. Dans l'autre approche, l'autre extrême, le temps est linéaire, il est structuré, il est fixe. Il y a des échéances précises et l'accent est mis sur le respect des délais, du planning, la ponctualité, la bonne organisation vont primer sur la flexibilité. C'est même non seulement c'est un signe de professionnalisme, mais c'est un prérequis. Alors que dans la culture du temps linéaire, eh bien, être trop rigide sur le temps, les deadlines, c'est un manque de souplesse, un manque d'agilité, un manque de créativité. Et donc, vous voyez, là, on a encore une source de conflit, mais infinie, sur la manière dont le temps est apprécié. Et j'ai un exemple dans une médiation d'équipe multiculturelle dans une entreprise qui sous-traite en Inde une partie du travail informatique avec une équipe en France, une équipe en Allemagne, une équipe en Inde. L'équipe en Allemagne, sa gestion de projet informatique, en plus, il y a un planning précis, on analyse les besoins, on fait les développements, les tests, le projet suit un planning très précis, et puis chaque étape doit être validée avant de passer à la suivante. Les réunions sont programmées à l'avance, les délais sont stricts. Et tout changement de programme doit être considéré comme un écart à corriger. Et le respect du calendrier, c'est considéré comme un signe d'efficacité, c'est même obligatoire. Alors que pour l'équipe indienne, et ça, c'est quelque chose que l'équipe française qui sous-traitait a mis du temps à réaliser, et ils n'ont absolument pas compris comment c'était possible. Pour l'équipe indienne, ce qui a été prévu, c'est une chose, mais ça peut évoluer parce que l'important, c'est de s'adapter. Et donc, il faut s'adapter aux urgences, aux priorités. Les priorités changent. Il faut savoir être agile, et c'est ça qui est le signe d'un bon professionnalisme. Donc, autant vous dire que dans cette équipe multiculturelle, les conflits, surtout sur des projets informatiques, étaient très intenses parce que, en plus du reste, évidemment, en plus de cette différence de culture par rapport à la temporalité, vous pouvez imaginer qu'il y avait également d'autres désaccords sur les autres registres de ces échelles. Merci d'avoir pris le temps d'illustrer ces échelles parce que moi j'ai été très sensible à ton propos, Anne. En fait, il s'agit d'un prisme sur lequel il n'y a pas de jugement à porter. C'est une très très belle définition à garder pour ce soir. Euh, on a très vite fait de taxer quelqu'un de bonne ou de mauvaise éducation, de bon ou de mauvais caractère, de psychorigidité ou d'indécision. En fait, il faut simplement arriver à replacer ça dans un contexte. Le risque peut-être de l'utilisation de ces échelles serait de verser dans des stéréotypes. Et
Peut-être Estelle, tu veux ajouter quelque chose sur ce point. Oui, tout à fait. Alors, il est pas question du tout de remplacer certains stéréotypes faciles, comme on l'a vu par rapport aux Asiatiques, avec mon exemple de départ, les Asiatiques sont timides, par une autre forme de pensée automatique, même éclairée, où on se dirait les Asiatiques attendent tous qu'on leur donne la parole. Non, en fait, il ne s'agit pas de ça, en fait. C'est important de croiser et le cadre culturel et l'histoire personnelle, donc le contexte, la personnalité, et le stéréotype. Donc, pour moi, le stéréotype, c'est un trait spécifique qui est associé de manière probabiliste à une catégorie. Et ils sont généralement malvenus, même s'ils sont positifs, parce qu'ils nient implicitement l'individualité de la personne qui fait l'objet du stéréotype. Donc, on ne- c'est pas ça ce à quoi on veut arriver en partageant ces échelles, mais on va justement peut-être vous dire comment est-ce que nous, on se les est appropriées dans notre travail, dans notre posture de médiatrice, et à quoi elles nous ont servi, en fait. Euh, je veux bien, merci de partager justement cette cartographie qui illustre, que j'ai utilisée pour ma médiation usine, dont je vous ai parlé avec le directeur technique et les managers. Donc, ce type de cartographie, vous pouvez vous-même les créer en allant sur le site d'Erin Meyer. Et vous pouvez donc voir comment se situe un pays par rapport à un autre sur ces différents axes. Donc là, j'avais cartographié la France, le Brésil et les Pays-Bas. Donc, comme on l'a dit, c'est important de regarder les pays de manière relative et non absolue. Et aussi, j'avais envie de rajouter une précision sur la culture et sur ces différences culturelles. C'est que la culture, elle crée des normes et elle façonne la manière dont on perçoit le monde et ce qui est normal ou bizarre ou ce qui est acceptable ou inacceptable dans un environnement donné. Et Erin Meyer, elle illustre cette différence avec l'anecdote d'un cadre néerlandais qui s'insurge en fait quand elle affirme que les Néerlandais ont une communication directe, explicite, et le cadre lui dit, mais chez nous aussi, on parle à mots couverts, chez nous aussi, parfois, on est implicite. Et alors, elle lui demande, mais est-ce que cette manière de communiquer est valorisée aux Pays-Bas? Et là, le cadre reconnaît que non, être trop implicite, ça serait perçu comme une mauvaise pratique. Donc, ce qui est encouragé et apprécié dans la culture néerlandaise, c'est la clarté et la transparence du message. Donc, c'est pas seulement une question de comportement observable, et c'est pas seulement qu'est-ce qui se passe dans cette culture, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est considéré comme une norme et qu'est-ce qui est valorisé dans une culture donnée. C'est ça qui est important. Merci Estelle. Pour répondre à des questions qu'on a vues passer sur le chat, oui, ce webinaire est enregistré comme à chaque fois et vous pourrez le revoir. Et j'ajoute qu'il y aura, avec la vidéo qui sera mise en ligne sur le site du SEMA, un lien par lequel vous pourrez accéder aux diapos qui viennent de vous être présentées. Et merci à Anne et Estelle d'avoir préparé ce travail. On s'était ménagé un petit peu un temps de questions à mi-parcours et il y en a une, me semble-t-il, qui vient à point nommé de Dominique Ibon, que je salue, et qui nous dit bah, c'est intéressant, mais pourquoi seulement l'international? Parce que finalement, entre hommes et femmes, on va aussi trouver des écarts culturels, et même dans un pays tel que la France, entre un Savoyard, un Alsacien, un Basque, un Breton et un Provençal, un Auvergnat, bon. Finalement, ce livre d'Erin Meyer nous donne des clés pour travailler à l'international, mais est-ce qu'il ne nous donne pas des clés pour travailler tout court? Ben, je peux prendre la parole, c'est effectivement un des sujets qu'on voulait aborder. Et c'est en ça que cette grille nous paraît intéressante, parce qu'avec Estelle, ce qu'on a constaté, c'est que l'interculturalité
l'interculturalité, en fait, elle est au cœur de presque toutes nos médiations. Mm. Aujourd'hui, avec la mondialisation, l'interculturalité, c'est pas une question d'internationalité, c'est une question de comment on est en relation avec des gens qui viennent d'autres pays faire une expérience en France, des gens qui viennent d'immigrer, ou quand nous-mêmes, nous voulons partir à l'étranger. Et bien évidemment que les différences culturelles, elles sont c'est ce que tu as évoqué dans mon expérience. Un de mes plus gros chocs culturels, c'était de passer de Troyes en Champagne à Strasbourg, en Alsace. Et c'est un choc extrêmement positif, hein, d'ailleurs, qui a nourri beaucoup, beaucoup de confiance, moi aussi, dans le cadre. Il y a quelque chose de très rassurant dans la culture, en tout cas pour moi. Et il y a également, et du coup, je vais déflorer, comme on est un petit peu en retard, déjà, je vais évoquer tout de suite le sujet que moi je vois dans mes médiations très régulièrement, c'est qu'il y a aussi des cultures métiers, en fait, et que cette grille, nous, elle nous paraît super intéressante. Elle n'est pas à plaquer, mais elle peut être utilisée, déclinée dans l'entreprise. Moi, je fais beaucoup de médiation d'associés dans un CODIR, les différences de culture métier entre un directeur financier et un directeur de la communication. Temporalité, le directeur financier, c'est des temps réguliers de rapports, etc. Pour le directeur de la communication, la temporalité, c'est l'immédiateté, c'est l'opportunité. Pour l'un, c'est le chiffre, la rigueur. Pour l'autre, bah, c'est la créativité, l'innovation, et c'est saisir les occasions, etc. Donc, ces différences culturelles, on les voit à l'intérieur d'un métier, on les voit aussi à l'intérieur de branches de métiers. C'est très, très frappant en fait. Et c'est ça qu'on a trouvé intéressant, c'est de pouvoir utiliser cette grille, ou une grille évidemment, mais un petit peu arrangée, déclinée, sur des cultures de métiers, de régionales, de start-up, grandes entreprises, etc. Voilà, donc oui, et femmes-hommes, ne me lancez pas sur le sujet. Merci Anne. Et moi j'aimerais souligner que le terme de différence est peut-être réducteur. À l'invitation de François Julien que nous avons déjà reçu dans un webinaire du SEMA et que nous recevrons à nouveau prochainement, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, je préférerais le terme d'écart. Parce que dans Oui, la différence, on a presque le sentiment qu'il y a une position qui est légitime et puis il y a d'autres positions qui se différencient de cette position légitime. Alors on que la notion utilise, d'écart est beaucoup plus respectueuse de la on légitimité utilise de aussi le mot chacun de, des cadres de référence. oui, on utilise Estelle, est-ce que aussi de ton côté, singularité, oui. oui, c'est ça, de la singularité. Estelle, est-ce que de ton côté, tu voudrais nous dire comment, de ton point de vue, le médiateur peut utiliser cette grille? Comment peut-il se l'approprier? Oui, tout à fait. Euh, Effectivement, pour nous, concrètement, ce que cette grille nous a permis, c'est déjà nous inciter à une forme de curiosité et d'investigation approfondie. D'avoir toujours, de cultiver cette attitude d'exploration et d'aller éclairer les zones aveugles, les angles morts, les endroits finalement qu'on n'imaginait pas, des explications qu'on ignorait ou qu'on ne pouvait pas considérer, en fait, des zones d'incompréhension. Donc pour nous, cette grille, c'est vraiment, ça permet d'éclairer ces zones aveugles. Et elle nous a permis aussi enfin je parle aussi pour Anne, hein, parce on a beaucoup travaillé là-dessus, d'affiner notre analyse et d'enrichir notre questionnement, le questionnement du médiateur. Donc, si le médiateur, la médiatrice perçoit qu'il y a peut-être un écart, donc un décalage sur l'un ou plusieurs registres qu'on vient de développer, il peut utiliser ces clés de lecture pour orienter, structurer son questionnement et ouvrir le champ de l'exploration. Donc, pour moi, il va y avoir deux types de questionnements en entretien individuel déjà qui peuvent être orientés par cette grille.
en entretien individuel, et puis on va reprendre en rencontre plénière parfois. Et si je suis le fil de ma médiation usine avec le directeur technique et les managers intermédiaires, comme ça on a déjà le contexte. Le type de question, ça va être déjà dans un premier temps d'aider à verbaliser les difficultés. Donc, exemple, quels sont les moments où vous vous sentez en difficulté dans votre travail? Quel type de soutien vous serait utile? Et vis-à-vis du directeur technique, comment est-ce que vous définissez votre rôle en tant que responsable technique vis-à-vis de votre équipe? Donc ça leur permettrait déjà de verbaliser. Et le deuxième type de questionnement, ça va peut-être leur permettre de se décentrer un peu. Donc ça va être des questions du type, qu'est-ce qui fait que vous fonctionnez de cette manière-là dans votre rôle de manager? Est-ce qu'il y a des événements ou des expériences qui vous ont conforté dans cette façon de voir les choses? Et alors, je vais pas préciser toutes les questions qui pourraient émerger. Il y en a plein en fait, hein, qui vont qui, dans ces différents registres, qui vont pouvoir nous aider à aller éclairer des perceptions différentes. Et ce qui est important, c'est de noter qu'on ne va pas non plus rester sur des généralités. On va toujours relier le questionnement à des faits concrets, à des faits observables, à des exemples précis et pour donner clairement l'information à l'autre, quelles sont les situations qui ont déclenché telle ou telle perception. Mais l'idée, c'est de permettre à chacun, par ce questionnement, de conscientiser qu'il y a des différences, des écarts d'approche parce que il y a des différences de culture et finalement, notre intention, c'est d'aider à chacun de se rendre compte de son eau. Hmm. De proposer des ressources, en somme, et pas une feuille de route qui soit impérative. Alors, j'en profite pour remercier toutes celles et ceux parmi vous qui nous écoutez, qui mettent dans le fil de discussion des ouvrages pour enrichir un peu notre échange de ce soir. C'est précieux. Je vous indique que Anne et Estelle ont également préparé une petite bibliographie qui sera annexée au lien vidéo sur le site. Et moi, en voyant passer ces références, il y a un livre auquel je ne peux pas m'empêcher de penser. C'est un ouvrage d'Amartya Sen, ce philosophe et économiste indien qui a été prix Nobel d'économie en 98, qui s'appelle Identité et violence, et qui est d'une lecture particulièrement stimulante. Et puis je songe aussi à Delphine Orwiller. Delphine Orwiller qui, en 2018, à la suite d'un attentat, enfin d'un assassinat antisémite particulièrement odieux, avait trouvé une très très belle formule en proposant de réhabiliter la fête de Pâques, c'est-à-dire je ne suis pas que juif, je ne suis pas que musulman. Et c'est ce qu'elle appelait la fête de Pâques. Je trouvais ça magnifique comme idée parce que c'est effectivement le risque qui nous guette on pourrait verser dans ce risque si on suivait les ressources que vous nous avez proposées là sans discernement, c'est l'essentialisation. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut s'organiser pour éviter cette essentialisation? Alors, on a, je, je peux peut-être commencer, Anne, et tu me diras, tu voudras certainement compléter. On a commencé à l'aborder. Donc, pour nous, c'est réducteur d'associer strictement un individu à sa culture, à essentialiser l'individu à travers sa culture. Donc, il y a une chose qu'on fait quand on utilise ce questionnement, c'est de ne pas nommer cet écart culturel, de ne pas nommer la différence culturelle. Donc, quand j'opère mon questionnement, j'invite les parties à définir leur propre cadre de référence. Je verbalise ces écarts de vision, mais je ne le définis pas comme une différence culturelle. Je ne vais pas créer un clivage supplémentaire. Et je laisse bien sûr cette liberté au médier de le faire si ça fait sens pour lui, de parler de sa culture, mais c'est pas quelque chose que je vais nommer. Et donc on va prendre cette grille toujours comme un repère flexible et pas comme une vérité absolue. Et tout en se laissant surprendre effectivement par les variantes Mm. individuelles
euh, régionales, de genre et d'expérience, d'éducation, etc. Et sans aller dans une médiation avec quelque chose qui serait l'ordre d'un préjugé ou d'une idée déjà toute faite des comportements que les uns ou les autres pourraient avoir. Et que dire du médiateur, qui lui aussi est dans son eau, pour reprendre la métaphore d'Erin Meyer, qui est aux prises avec ses propres biais. Ben, moi, je veux bien en parler parce que je pense que le plus grand effet waouh de ce livre et des discussions que j'ai pu avoir avec Estelle, c'était de réaliser à quel point moi, comme médiatrice, j'avais un biais d'ethnocentrisme et comme humain, en fait, aussi. Parce que, en fait, le biais d'ethnocentrisme, c'est un biais cognitif que tout humain a nécessairement. Et c'est un biais qui désigne la tendance à considérer sa propre culture, ses normes, ses valeurs, ses modes de pensée, comme étant le mode de référence. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas normal de ne pas faire comme ça. Et le plus souvent, il est inconscient, ce biais. C'est ce qu'on disait, c'est notre eau, on la voit plus en fait. Et il se manifeste par des jugements implicites ou parfois explicites sur des comportements, des croyances, des émotions des autres à partir de sa propre grille culturelle. Et dans un contexte de médiation, bah, c'est vraiment important de le connaître et au moins de le porter à sa conscience, ce biais d'ethnocentrisme, parce qu'il peut affecter notre posture, il peut affecter notre écoute, il peut affecter notre compréhension de la situation. Et on peut interpréter les émotions des parties à travers ses propres codes, voir un silence comme une opposition, alors qu'en fait, c'est un signe de respect. C'est ce qu'on disait, laisser un blanc entre deux personnes qui parlent. On pourrait valoriser certaines formes d'expression, c'est-à-dire que, alors moi, c'est typiquement le danger qui me guette. Moi, j'aime la clarté, la logique, la rationalité, et du coup, je pourrais dévaloriser d'autres formes d'expression indirecte, de non-dit, pour justement sortir de ma culture judéo-marocaine où on est toujours dans l'indirect et dans l'implicite. Donc, on pourrait mettre en avant certaines formes d'expression, on pourrait orienter le processus de manière importante, et d'ailleurs le médiateur, il oriente toujours de manière involontaire le processus vers une norme de communication, de résolution du conflit, qui est issue de sa propre culture, en fait, qui va, par exemple, privilégier la confrontation verbale ou la transparence au détriment des personnes qui pourraient trouver ça violent, en fait, d'être dans cette confrontation de poser les sujets sur la table, c'est quelque chose qui n'est pas neutre dans certaines cultures. Et concrètement, on pourrait voir par exemple un médiateur français juger qu'un père maghrébin, juger pour lui, j'espère d'ailleurs, en son fort intérieur, qu'un père maghrébin qui impose sa volonté à ses enfants, il pourrait porter des jugements sur ça à interne, sans percevoir qu'en fait, c'est une valeur de responsabilité parentale et de protection dans son cadre culturel. Et de la même manière, une médiatrice française qui valorise l'autonomie individuelle pourrait mal interpréter une décision familiale collective dans une famille chinoise qui estime, pour qui le système relationnel est forcément solidaire, alors que la médiatrice pourrait considérer que c'est une absence de libre arbitre. Donc, le risque pour le processus de médiation, il est quand même important, puisque quand on est aux prises avec son biais d'ethnocentrisme dont on n'a pas conscience, on pourrait perdre la confiance des parties, perdre évidemment sa neutralité, avoir un biais de validation, ne pas mesurer la complexité du conflit et faire des injonctions, des suggestions qui sont inadaptées. Et donc, pour nous, le biais, comment on évite ce biais? Ben, c'est, par exemple, avec ce type de webinar, en s'informant sur la communication interculturelle, les problématiques d'écart culturel, de cadres de référence qui imprègnent la plupart des relations aujourd'hui avec la mondialisation, et donc de cultiver une posture de curiosité permanente, et puis dans le cadre de la médiation, évidemment, poser des questions ouvertes, avec, pour moi, et ça c'est la vérité pour les biais
les biais cognitifs, en fait, dont on dit que on ne peut pas réellement les supprimer, mais si on s'expose en analyse de pratique, en intervision et en supervision, là, on peut reporter à la conscience et dans une prochaine fois, bah, améliorer notre posture de médiateur. Donc, la prise de conscience, elle est déjà extrêmement importante et ensuite, arriver à s'extraire de son propre cadre de référence, bah, c'est tout un travail, mais déjà poser un acte fort de responsabilité du médiateur, c'est de le connaître, ce biais d'ethnocentrisme. Il y a une question, Anne et Estelle, de Marianne Souquet, que je remercie d'être parmi nous, qui est une sorte de mise en abîme de notre sujet de ce soir, et qui dit, mais la médiation elle-même, la CNV, ont leur origine aux États-Unis, et donc Exact. ça procède d'un schéma culturel, pareillement. Comment vous Super. appréhendez ça sans trop de vertige? Oui, c'est tout à fait. Et ça nous a beaucoup. C'était aussi un waouh pour nous hein, depuis des mois qu'on réfléchit au sujet. C'est que la médiation, c'est un processus qui repose souvent sur des présupposés issus de Hmm. culture occidentale et en particulier anglo-saxonne, où la communication est directe, où l'autonomie individuelle, la résolution explicite des conflits sont valorisées. Et pour nous, c'est la médiation, c'est un processus qui est culturellement situé, très Hmm. clairement. Dans des cultures plus collectivistes, où l'harmonie, la préservation des relations sociales sont prioritaires, sont primordiales, en Chine, au Japon, en Corée, ben, l'approche traditionnelle de la médiation, elle peut sembler intrusive, elle peut être inadaptée. Donc c'est aussi quelque chose, c'est aussi un point de vigilance d'adapter les techniques au contexte culturel des parties concernées. Donc on sait faire avec les cultures à communication directe, mais pour des cultures à communication indirecte, le médiateur, la médiatrice va peut-être avoir à adopter une posture peut-être plus subtile qui va éviter, qui va permettre l'évitement du face-à-face, qui va faciliter peut-être des solutions plus implicites qui va permettre aux parties de sauver la face sans confrontation ouverte, par exemple. Ça pourrait Hmm. être une manière d'adapter le processus. Et à propos de permettre aux parties de sauver la face, je vois une autre question là, d'Hélène Coste, pardon si je mange une moitié du nom, je ne suis pas sûr qu'il soit complet, que je trouve tout à fait approprié à ce temps de notre échange. On parle beaucoup de l'attitude, je préfère parler d'attitude que de posture du médiateur, mais qu'en est-il de ce que le médiateur peut proposer aux personnes pour leur permettre d'accéder à la vision du monde de l'autre? Essayer de faciliter la perception par chacun de l'écart culturel et de la notion d'altérité culturelle. Alors, pour moi, ce serait rechercher les points communs Hmm. qui rassemblent. Euh, donc, ce qui nous rassemble, et pour nous, et surtout pour Anne et moi, notre approche, c'est celle de la communication non violente, que certains connaissent sans doute. Donc, ce qui nous rassemble, ce sont les besoins fondamentaux. Et pour nous, c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin, en fait, que ces biais, de dépasser ces biais culturels. Donc en CNV, pour le paradigme de la CNV, c'est que le conflit il se joue sur le plan des stratégies ou sur le plan des valeurs. Et ce qui va nous permettre de dépasser ça, c'est d'aller creuser derrière les stratégies, derrière les valeurs, quels sont les besoins. Donc, si on reste seulement sur des jugements de valeur, comme dans ma médiation usine, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. L'un va dire il manque de leadership, l'autre il est trop dépendant. On va aller creuser les besoins sous-jacents et on va voir que le manager brésilien, il a peut-être un besoin, français, pardon, il a peut-être un besoin de sécurité et de clarté et que son directeur technique, lui, il a besoin de confiance et d'efficacité. Et sur ce niveau-là, sur le niveau des besoins, là, il n'y a pas de désaccord possible, il y a juste à entendre, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, juste à entendre. Et donc, cette identification des besoins racines, des besoins universels, et cette reconnaissance mutuelle, c'est vraiment pour nous la clé de voûte de la résolution de ces tensions liées à ces écarts culturels ou à d'autres écarts.
Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut alors chercher à répondre aux besoins, que ce soit les besoins de sécurité, de confiance, de clarté, d'efficacité, comme on les a nommés. Et on peut alors imaginer des alternatives et les solutions peuvent émerger plus facilement. Donc pour nous, ça va être vraiment l'identification des besoins racines qui va être clé. Et les émotions aussi vont jouer un rôle clé parce qu'elles sont universelles et qu'elles nous permettent d'identifier ces besoins insatisfaits, de remonter à la source du conflit. Ce ne sont pas les personnes qui posent problème, mais des besoins non satisfaits pour chacun. Avec quand même cette vigilance que dans certaines cultures, l'expression émotionnelle, elle est plus contenue. Donc voilà, avec cette sensibilité aussi. Donc il est possible de contourner cette difficulté en allant directement aux besoins ou en évoquant peut-être l'impact d'une situation de manière plus générale ou plus pragmatique. Donc on va aussi s'adapter à ce niveau-là au mode d'expression émotionnelle des personnes qu'on a en présence. Est-ce que vous diriez l'une et l'autre qu'en somme, pour le médiateur, il y a une sorte de double travail paradoxal qui est à la fois de prendre la mesure de ce prisme sur lequel il n'y a pas de jugement à porter, comme disait Anne, et en même temps, bon, pardon si l'expression est galvaudée, en même temps de se recentrer sur l'individu en essayant de faire abstraction des étiquettes. Il y a effectivement, c'est un peu le grand écart. Et en même temps, je vais ajouter une petite couche, c'est que c'est quand même important d'acter et de donner, le donner à voir à l'autre euh, la manière de vivre, enfin, ou l'écart culturel, d'acter cette différence, cet écart, ça peut être important. Alors c'est à doser, évidemment, ça va dépendre des médiations. Mais donc, oui, les points communs, ça sera quand même, pour moi, il y a à faire avec tout ça, en fait. Il y a à faire avec les besoins de chacun, les particularités, et dans la résolution de conflits que moi j'ai pu voir dans la médiation d'équipe, il y a, les médiés ont voulu poser les mots. Chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, quand Estelle disait, c'est la liberté du médier de le dire, et j'ai constaté que certains, pour eux, c'était important, et c'était important pour ceux qui entendent, de dire, ah, ok, c'est une question culturelle. Du coup, c'est pas contre moi. Ça, c'est parfois, ça peut jouer ce rôle-là. Donc, ils ont voulu poser les différences et ensuite se mettre d'accord sur quelque chose qui va pouvoir être se vivre au quotidien dans le travail, en fait. Et on vient quand même souvent à des solutions de choix de l'explicite, de choix de... C'est pour ça qu'en fait, la CNV, elle est dans l'explicite et que oui, on a adopté ça, c'est qu'en réalité, c'est un dénominateur commun et parfois ça facilite. Après, c'est pas la vérité absolue, évidemment. C'est absolument pas la vérité absolue. Donc, euh, oui, c'est un grand écart et il y a pas mal de paramètres à prendre en compte et le médiateur ben, doit jouer avec tout ça, avec doigté. Euh, mais c'est tout, tout l'art de notre métier en fait. En somme, il y a une sorte de fonction de désamorçage, c'est ça. Oui, oui, je pense que il y a vraiment ce shift qui se produit quand la personne réalise, ah, c'est ça mon eau. Mm. J'avais même pas réalisé que ah, je faisais ça parce que je suis, parce que c'est ma culture, mon éducation, etc. Donc, premier shift. Et deuxième shift, c'est quand l'autre personne dit, ah, ok, c'est pas contre moi. Parce que souvent, on constate que les médias prennent contre eux, en fait, la réaction, le vivent comme un échec personnel, en fait, ce qui se produit. Donc oui, il y a, il y a cette de réaliser, de donner à voir. Donner à voir, c'est vraiment important. Et après, on peut faire confiance aussi au processus parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se produire juste avec ce shift de ah, c'est pas contre moi. Ah, c'est sa culture. Ok, là, on va pouvoir commencer à bosser. Mm. Merci. Alors, je vois malheureusement que le terme de notre webinaire approche à grands pas. J'aimerais bien que celles et ceux qui sont parmi nous ce soir
repartent avec à l'esprit des ressources dans lesquelles il leur serait possible de puiser. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire à un médiateur qui interviendrait pour la première fois dans un contexte interculturel? Ben, déjà, on peut se dire que le conflit interculturel, c'est pas seulement un conflit international, que ces Hmm. questions d'interculturalité, on les rencontre avec la mondialisation presque partout. Euh, donc, ensuite, aller à la recherche de l'implicite avec le questionnement. Ça, c'est vraiment la clé dont Estelle a parlé tout à l'heure, avec la difficulté que le médian n'a pas conscience de ce qui est implicite chez lui. Et donc, il faut le questionner dans un questionnement ouvert, curieux. Et le questionnement, c'est vraiment l'outil le plus précieux. Le questionnement, la reformulation, les questions de clarification. On peut utiliser la grille des 9 échelles, évidemment, et avoir quelques petits indicateurs. Moi, je sais que ça m'aide pas mal. Les signaux, c'est qu'il y a une différence, qu'il y a un écart culturel et que ça peut se jouer là. C'est quand il y a un irritant, quand on Hmm. constate que la personne s'agace ou dit des choses comme mais c'est pas efficace de pas donner toutes les explications, ou au contraire c'est indélicat d'aller dans ce micro détail, ou par exemple c'est pas professionnel de pas accuser réception de mon email, ou à l'inverse mais qu'est-ce que c'est que ce type qui me spam avec ses accusés de réception qui me disent juste qu'il a bien reçu mon mail, j'ai pas que ça à faire que de répondre à ça. Donc quand on voit ce genre de d'agacement, là, on peut commencer à creuser la piste. Dans mon expérience, on peut creuser la piste de la différence culturelle de métier ou d'origine, en fait. Ensuite, ça va être nommer sans ostraciser, nommer ou pas forcément l'écart, mais nommer la stratégie et ensuite, évidemment, insister sur les valeurs communes, sur les besoins communs plutôt que les différences. Chercher le besoin racine. Et comment on cherche le besoin racine? C'est quand vous faites ça, ça vous permet quoi? Et parfois, il y a encore un besoin derrière ce que ça permet. Ça vous permet de l'efficacité, mais quand vous avez de l'efficacité, ça vous permet quoi? Eh ben, ça permet à ma boîte de tourner. OK, c'est la sécurité, c'est un besoin de sécurité. Et très souvent, avec des stratégies très différentes, on va constater que les personnes poursuivent exactement le même besoin racine. Et là, elles vont se rejoindre. Et ça, c'est des constats qu'on a fait. Très souvent, la sécurité est en jeu dans une entreprise. Mais dans les relations interpersonnelles, c'est aussi le cas. La sécurité, la confiance. Et donc, on va se reconnaître au travers d'un besoin commun, en fait, qu'on va identifier. OK, il va dans la même direction que moi, mais pas avec le même chemin. Et ça permet déjà de construire un pont. Voilà. Et c'est à partir de là que on pourra s'accorder. Hmm. Merci Anne. Estelle, avant que je ne conclue ce webinaire avec quelques informations, est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin sur le sujet de ce soir? Le mot de la fin, oui. Euh, bah, Ce que vient de dire Anne est vraiment, vraiment un résumé peut-être de l'attitude qu'on peut avoir. Et finalement, en quelques mots, ce serait juste une posture de curiosité et d'humilité et, et de ce double mouvement d'aller explorer tous ces écarts culturels pour revenir à l'attention prioritaire à l'individu. Hmm. Merci pour ça. Très sincèrement, au nom du SEMA, on vous remercie toutes deux parce que ce que les personnes qui assistent à ce webinaire ne savent pas, c'est que vous avez beaucoup travaillé pour accorder vos violons et faire apparaître un écart culturel riche entre vous. Donc, merci pour le temps que vous nous avez consacré et pour ce partage extrêmement intéressant. Merci également à Hélène Toumier, secrétaire générale et cofondatrice du SEMA, qui est toujours à la manœuvre pour nos webinaires et sans qui tout ça ne serait pas possible. À Catherine Emmanuel, la directrice pédagogique du SEMA. Je vous indique dès à présent que notre prochain webinaire se tiendra le jeudi 5 juin, toujours à 18h30. L'invité en sera David Jarousseau.
David Jarusso est formateur en rhétorique et en communication. Il est enseignant à Sciences Po et à l'École de guerre, auteur d'un ouvrage S'armer de rhétorique qui est absolument passionnant. Et David nous donnera des pistes pour sortir du cadre et penser autrement. Et puis pour terminer, je vous appelle à consulter le site du CEMA pour voir ce que sont les formations. Le catalogue de formations a été mis à jour à l'occasion du Congrès international de toutes les médiations d'Angers, qui s'est déroulé il y a 3 semaines et qui a connu pour la troisième fois un succès vraiment d'estime par tous les personnes qui y ont participé. Et donc, vous trouverez sur le catalogue des formations jusqu'à la fin de l'année, auxquelles il vous est bien évidemment loisible de participer. Encore un grand merci à vous, Estelle et Anne, pour nous avoir ouvert des perspectives, euh, pas seulement des clés pour l'international. Je crois qu'on peut aller au-delà du sous-titre du livre d'Erin Meyer. Et n'hésitez pas à reconsulter ou recommander la consultation de ce webinaire en vidéo. Il sera prochainement mis en ligne avec le lien que je vous indiquais vers des ressources qui vous sont partagées par Anne et Estelle. Bonne soirée à toutes et tous et à très Merci à bientôt. tous. Merci. Merci. Merci Bertrand. Au revoir. Au revoir. Merci.